GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, je reçois Steve. Comment tu vas ? Salut! Bah écoute, ça va bien. Comme un dimanche, et là je suis en train de faire semblant de dire des choses nouvelles alors qu'on a parlé juste avant. Mais en tout cas, ça va très bien. Et toi? Super, merci. Ouais, effectivement, on fait une petite introduction en off avant de lancer les épisodes. Donc on sait déjà un peu comment on va et qu'on s'est pas levé trop tôt ce matin, même si c'est dimanche. Yes, Je m'en suis- yes. Je suis désolé de faire ça un dimanche. C'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir invité. Non, mais c'est un tout plaisir et pour moi. Et puis, comme je te l'expliquais, j'avais très envie de parler de Mad Lads entre autres, parce que c'est une collection que je regarde depuis plusieurs semaines. Et si je ne dis pas de bêtises, et j'ai fait un petit peu mes recherches, je crois qu'en plus toi tu as minté ton NFT. Donc je pense que tu as tout vécu jusqu'à aujourd'hui dans la collection. Tout à fait. Je vais pas te dire que je suis un expert de Mad Lads, mais j'aime beaucoup Mad Lads et je suis fier d'avoir pu être parmi ceux qui ont minté. Et hâte de discuter de Mad Lads et tout ce qu'il y a tout autour dans cet écosystème. Ok, super. Et ben écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais du coup te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et comment tu as débarqué dans ce fabuleux univers du Web3? Yes, avec plaisir. Alors, pour te donner un peu plus de détails sur la genèse de mon arrivée dans le Web3, j'ai commencé à investir en juillet 2021. Je suis pas si nouveau que ça dans le Web3, mais je suis pas non plus un ancien qui est là depuis tant d'années, qui a fait les premiers nodes Bitcoin, etc. Mais je suis arrivé parce que j'avais un copain en fait qui avait découvert une application que tu connais peut-être, qui s'appelle FTX. Ouais, Et il ok. m'a dit, oh, c'est stylé, j'ai acheté un truc qui s'appelle de l'Ether et j'ai déjà fait un peu d'argent dessus. Donc au départ, en fait, c'était un intérêt, enfin, c'était juste de manière pécuniaire, quoi. Mm. Que je suis arrivé dans le Web3, je me suis dit, ok, j'étais dans l'immobilier à ce moment-là, et je me suis dit, bon, peut-être une autre façon de diversifier mes investissements. Donc je regarde, et c'est assez drôle parce que le côté pécuniaire est vite parti parce que je me suis intéressé littéralement à la technologie et je me suis dit que c'était stylé. Je me suis dit, ok, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est une autre manière de voir le monde. Et j'ai investi dans ma toute première crypto-monnaie, c'était le RSR. Un truc qui est évidemment tombé à zéro maintenant. Ok. Mais je crois ils sont encore actifs. Mais en gros, c'était une crypto qui permet, et qui le permet toujours, de combattre l'inflation au Venezuela et d'autres pays en Amérique latine. Et au lieu de posséder du dollar en banque qui ne fait que baisser parce que c'est le genre de pays à avoir 4000% d'inflation en un an, et de perdre effectivement toutes leurs économies, eh bien, ils le mettent dans la crypto-monnaie et ils peuvent l'utiliser chez des commerçants, chez des vendeurs ambulants même, parce qu'il y a beaucoup ça en Amérique latine. Et je trouvais le truc super stylé, quoi. Je me suis dit, OK, une vraie utilité, je vais acheter ça. Et ensuite, je me suis intéressé un peu plus aux crypto-monnaies de manière générale. Et en août, j'ai entendu parler des NFT, mais j'avais un peu peur, donc j'ai laissé un peu de côté. Et en octobre, j'ai minté mon tout premier NFT. Mon tout premier NFT qui était en plus lié à l'immobilier parce que c'était un appart dans le métaverse, tu vois. Ouais, ok. Donc, il y avait un peu de raisons pour lesquelles j'ai un peu plus creusé. Et voilà, donc voilà un peu pour mon arrivée dans le Web3. Et juste après, bah, j'ai commencé à bosser directement dans des boîtes Web3. Au tout début, un peu de manière bénévole pour comprendre un peu les choses et surtout parce que j'étais passionné. Et ensuite pour avoir des missions rémunérées. Et ça c'était top.
Et Et du pour coup, te donner un peu et- plus de détails sur qui je suis actuellement, maintenant, je suis le co-founder de Anywhere, une marque de vêtements dans le Web3, donc dont on pourra peut-être un peu parler plus tard. Et je suis aussi membre du council, du board d'administration de The Diggers DAO, un groupe de passionnés de Web3 français. Et je crois que tu connais déjà bien, mais voilà pour dire un petit peu plus sur moi. ok, super. Et oui, effectivement, The Diggers, on en a un petit peu parlé avec Ruskov, on en a aussi parlé avec Erwan. Donc je pense que malheureusement aujourd'hui on en parlera un petit peu moins, comme le sujet a déjà été abordé. Mais effectivement, on pourra parler de ton projet qui est super intéressant. Et du coup, quand tu achètes ta première crypto, tu achètes que celle-ci ou tu achètes quand même un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ether, comme c'était les plus grosses, ça l'est toujours d'ailleurs à l'époque. C'est ça. À l'époque, j'ai acheté celle-ci en premier. Ensuite, j'ai dû acheter de l'Ether parce que mon pote m'en avait parlé. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai quand même pris du Shiba Inu. Évidemment. J'étais tombé dans le oh la vache! Quand t'achètes 100 balles de ce truc-là, t'en as plein. Et si ça Et va à 1 dollar, je suis ça va millionnaire. à 1 $, je suis millionnaire. Donc, j'étais un peu tombé dans ça au début et ensuite j'ai compris. Mais c'était effectivement pas un seul achat. Ok. Et du coup, tu mines ton premier NFT, donc un appartement dans le métaverse. Euh, et ensuite, tu commences à collectionner des NFT ou pas forcément, parce que l'appartement, on pourrait presque penser qu'il y a un côté utilitaire derrière, que ça va servir peut-être à un jeu, un monde virtuel. Euh, Tout à fait. Ce qui m'a intéressé, c'était l'idée d'avoir un appartement et de pouvoir y faire des choses. C'est un projet qui s'appelle Portals. C'est le projet numéro un d'espace 3D sur Solana. Et d'ailleurs, c'est le premier qui est arrivé sur le marché et qui a tout cassé à ce moment-là. Et il est évident pour moi de chercher des utilités dans les NFT à l'époque. Et c'était la plus grosse utilité que je pouvais imaginer, quoi. Et en fait, en mintant ce NFT-là, ça m'a ouvert d'autres portes. J'ai découvert d'autres collections NFT, etc. Et j'ai découvert une collection qui s'appelle Jungle Cats. C'est un OG de Solana. Ceux qui étaient au tout début de Solana se souviennent. Ils avaient fait un carton à l'époque et j'aimais beaucoup parce que c'était beau, c'était un peu 3D, ça changeait vraiment de tous les autres designs qu'on voyait à l'époque. Ils donnaient des fonds à des associations. Ils ont adopté une famille de lions maintenant qui ils ont permis de leur protection dans une réserve naturelle au Kenya. Et maintenant, ils vivent pour toujours normalement de manière safe parce qu'ils ont dû donner genre 50K à ces assos. Et ça c'est un truc qui m'avait touché. Et j'ai un peu plus été actif dans cette communauté. Et j'ai un peu lié les deux où j'ai mis à disposition mon appartement dans le métaverse pour y faire des événements. Donc on s'y retrouvait, on faisait des petites soirées, on s'organisait, etc. Jusqu'au point d'acheter carrément un appartement avec les fonds de la DAO de Jungle Cats. Et j'étais à la gestion carrément de cet appartement-là, des soirées, et pour au final devenir community manager chez eux. Ah ouais, donc tu as été vite impliqué dans le projet du coup. Ouais. J'ai vite été impliqué et je pense que c'était le côté passion dès le début. Et ensuite, bah, j'ai découvert plein d'autres collections NFT et jusqu'à découvrir Mad Lads. Ok. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, le côté passion, tu cherchais. Est-ce que tu cherchais aussi avec le Web3 à rencontrer de nouvelles personnes ou pas forcément, c'était plutôt la technologie et les possibilités ou un peu des Bah, au deux? début, au début, c'était la tech et enfin, c'était le côté financier et la tech. Et ensuite, ce qui m'a fait rester, c'est effectivement l'aspect Web3 qu'on connaît tous, de partage, de décentralisation, où un mec, n'importe qui s'implique dans une DAO, normalement, sur le vrai fonctionnement, il arrive à monter et à se sentir utile. Et c'est ce qui s'est passé chez Jungle Cat, c'est il faisait des appels à projets, mettait dans le groupe Discord
de channel Discord vos propositions. Il y avait un modèle où on disait, OK, j'ai ça comme idée, ça servirait à ça pour la DAO, j'ai besoin de tant de budget. Et vu qu'il y avait assez de fonds dans les caisses de la DAO, eh bien, on se sentait libre de proposer et il y avait des votes. Et c'est pour ça que mon projet a été voté et j'ai pu gérer tout ce côté appartement métaverse. Ok. Et tout de suite, tu t'es orienté du coup sur la blockchain Solana ou tu étais sur plusieurs blockchains en même temps? Euh, Avant, quand j'étais sur FTX, j'achetais un peu tout. Surtout que c'était un moment où tout montait, donc c'était assez facile. Ça veut pas dire que j'ai réussi à tout vendre. Mais en tout cas, j'achetais du FTM, j'achetais l'Avax, j'achetais vraiment de tout. Et c'est l'aspect communautaire de Solana qui m'a plu. Les communautés étaient plus actives que d'autres, je trouve. Et je pense que j'étais pas assez intéressé à Ether à l'époque. Mais en tout cas, c'est le côté abordable, NFT moins cher sur Solana qui m'a fait rester. Et l'aspect communautaire où c'était facile d'échanger et d'ensuite monter, découvrir d'autres personnes et faire du bouche-oreille. Ok, top. Et du coup, ça t'amène à minter, comme tu le disais juste avant, le Mad Lads, car tu as participé au mint, qui n'était Et d'ailleurs pas très cher quand on voit les prix actuels. ouais, Je il me vois ta semble que c'était vidéo que tu un avais peu plus de repostée. 150 $ à l'époque. Ok, Il me semble que ah, quand même. c'était pas du tout cher et un MATLAB, c'est monté jusqu'à 50K, je crois. Donc c'est plutôt stylé de 150 $150 à 50K. C'est une belle perf pour un NFT ou pour quelconque actif numérique. Et c'est encore lié à Jungle Cat puisque chez Jungle Cat, on avait fait un XNFT. Je sais pas si tu connais un petit peu, mais je peux étayer ce que c'est. Ouais, Euh, clairement. en fait, Mad Lads ont un projet aussi derrière, en plus de la collection NFT. Ils ont créé un wallet comme MetaMask, Phantom et plein d'autres. Mais au sein de ce wallet qui s'appelle Backpack, il y a plus que la gestion d'un portefeuille normal. Il y a en fait des espèces d'applications à l'intérieur de ce wallet qui sont directement liées à la blockchain. Et ils appellent ça des XNFT, X pour executable. Et ce sont des NFT. Par exemple, le NFT Mad Lads. À l'intérieur de NFT Mad Lads, quand tu cliques dessus, eh bien, tu as une application. Et tous les NFT et les applications sur cette plateforme sont liées à la blockchain et ce qui permet beaucoup d'interactions assez sympas. À l'intérieur de ton NFT, tu peux claim une vidéo qui est un autre NFT. Tu peux claim, par exemple, des tokens. Et ça, je trouvais ça fascinant. Je me disais, imaginons que Backpack, le wallet, c'est ton système Android. Et à l'intérieur, en fait, tu as plein d'applications et tu fais tout dans ton wallet. Plutôt que d'ouvrir toutes tes pages, Magic Eden, OpenSea, et cetera, depuis ton téléphone et avoir plein de pages ouvertes, bah, tu as tout dans ton téléphone, tu as tout dans ton petit wallet et ça, je trouvais ça fascinant et chez Jungle Cats, on avait été, parmi, les premiers, limite, je crois dans les 15 premiers, à avoir créé une application, sur Backpack et c'était une application de stacking. En gros, tu ouvrais ton application et tu pouvais stacker tes Jungle Cats et obtenir du Groir, le token natif à l'époque. Et, euh, et grâce à ça, on avait eu une trentaine de whitelist de la part de Mad Lads. Donc Ok. on les a toutes distribuées à notre communauté. Et donc il y avait une trentaine de personnes qui potentiellement auraient pu se faire jusqu'à 50K. Et tu fais partie d'un d'entre eux. Et je fais partie des personnes chanceuses, hein, je pense, d'avoir pu avoir une whitelist de Mad Lads. Et j'en faisais aussi beaucoup la promotion. J'étais vraiment passionné, hein. Pour moi, Mad Lads, c'est révolutionnaire, quoi. Déjà dans la com à l'époque, c'était tout à fait autre chose. La manière dont on a minté,
à l'époque, en fait, il fallait justement minter depuis le wallet Backpack. Il fallait minter depuis le wallet Backpack. Il y avait une application et lorsqu'on l'ouvrait, il fallait répondre à des questions auprès d'un bot. Il y avait un bot qui nous posait des questions, il fallait répondre la bonne question. Il y avait des énigmes et si on réussissait pas l'énigme, eh bien, on pouvait pas minter. Donc ça, à l'époque, c'était vraiment un petit truc hyper original, quoi. Un petit truc hyper original. Et rien que dans cette expérience-là, c'était sympa. Ils ont joué un petit peu avec le côté rug. Au lieu de nous envoyer des vrais NFT, ils nous envoyaient des tapis. Ok. Ils nous envoyaient des tapis et ils faisaient la communication de It's a rug, it's a rug, it's a rug. Et en vérité, tous les tapis envoyés formaient une seule image, un grand Mad Lads. Et, Ok. et ça, c'était un petit easter egg hyper sympa. Et tu vois, de A à Z, ils géraient bien la communication. Et j'étais content d'avoir vécu tout ça, en tout cas. Et pour les curieux, la vidéo du Mint est disponible sur ton compte Twitter. Tu l'avais Oui. repartagé il y a peu de temps, ça, j'avais découvert en scrollant sur ton profil. Et le Mint, c'était quoi? C'était courant 2023 ou c'est encore plus tôt que ça? C'était le 20 avril 2023, pour être précis, puisque c'était il y a pas longtemps leur anniversaire. Et justement, sur mon compte Twitter, si vous cherchez anniversarié et mon pseudo, vous trouverez le post dont on parle. Et, et je raconte un petit peu l'histoire. Et il y a la vidéo justement de ce mint en tant que whitelist. Ok, ok. Et c'est vrai que bah, Madlas, on entend beaucoup parler, bah, notamment récemment avec toutes les allocations d'airdrop que vous avez pu, vous en tant qu'holder, recevoir. Bah, c'est également sur Solana bah, la collection la plus chère et de loin. Parce que finalement, à ce prix-là, bon, il y avait les Tensorians il n'y a pas longtemps, mais ils ont bien plongé après l'airdrop. Euh, Mhm. du coup, à ce prix-là, il y a moins de concurrence, je trouve, que sur Ethereum. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est parce qu'il y a Backpack derrière? En plus, ils vont lancer un exchange, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est parce que, bah, justement, étant donné que les Mad Lads reçoivent beaucoup d'airdrops de différents projets, ça leur donne aussi une valeur importante. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous en parler et voir la progression du projet sur cette année qui vient de s'écouler? En fait, ça va être bateau, mais je vais te dire que c'est un tout. Je vais te dire que Ouais, c'est un tout. Il y a plusieurs choses que je trouve très fort du côté de Mad Lads. C'est que, avant tout, c'est une brand à part entière. Avant tout, c'est pas juste un wallet, c'est pas juste un exchange comme tu viens de l'évoquer, et on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais avant tout, c'est une brand. De A à Z, ils géraient leur communication comme une marque qui peut tout faire. Et ça, c'est une anecdote qui m'a été partagée par, enfin une analyse qui m'a été partagée par Solana Coach, que certains d'entre vous parmi les auditeurs connaissent peut-être. Sur Solana, c'est l'un des plus fervents supporters de Mad Lads, et il ne fait que parler de Mad Lads, et il est assez proche de la team. Et j'ai mangé avec lui il y a pas longtemps sur Paris. Et en fait, il me dit qu'il avait discuté avec Armani, qui est l'un des founders et le côté tech de Mad Lads, qui disait que c'était une brand à part entière. Et d'ailleurs, là pour son analyse, il avait fait un thread sur comment créer une communauté. Et ok, pas une seule fois, lorsqu'il parle de créer la communauté de Mad Lads, il parle de l'exchange Backpack. Pas une seule fois, il parle du wallet. Pas une seule fois, il parle de produits. Il parle en fait que des gens, que de la culture, que de ce que représente Mad Lads, pardon. Et moi, je les vois aussi un peu comme Red Bull. Ils sponsorisent des sportifs de haut niveau, des snowboarders, des surfeurs, des sports un peu waouh. Et il y a écrit Mad Lads partout sur leur voiture, sur leur snowboard, etc. Et ça, ils le font un peu à la manière de Red Bull, où on ne sait pas exactement quel est le produit derrière, mais il y a une vibe, il y a un truc. Et je trouve que c'est une des raisons de leur succès. Et l'autre grosse raison de leur succès, c'est effectivement, ils ont réussi à créer une communauté.
Donc c'est une communauté très active, une communauté qui fait du bruit et qui est fière d'être Mad Lads. Le nombre de photos de profil Mad Lads que tu vois sur Twitter autour des projets, c'est impressionnant. Le nombre de créateurs de contenu, le nombre de personnes qui build dans le Web3, eh bien, il y en a beaucoup qui ont des photos de profil Mad Lads. Et pourquoi on reçoit des airdrops selon moi? C'est parce que la communauté est très présente. Mhm. Si on faisait pas autant de bruit, eh bien, les plateformes ne nous demanderaient pas d'utiliser la leur. C'est potentiellement pour ça, pour moi, que l'on reçoit beaucoup de airdrops. Et effectivement, c'est un tout, puisque l'engrenage fait que des personnes veulent rejoindre Mad Lads pour comprendre aussi pourquoi il y a autant de gens dedans et pourquoi on reçoit autant de airdrops. Et là, par exemple, on a reçu, c'est VST, hein, mais 16 000 W de Wormhole gratuitement. On a reçu des airdrops de Sharkify, on a reçu des airdrops de Pulsar bientôt, on va C'est bientôt quoi, il y a recevoir Parcel? de Parcel, je Monad, crois. on a eu Ouais. Parcel. Euh, J'arrive même plus à les compter, mais en tout cas, on pouvait vite rembourser son Mad Lads très vite, quoi. Ok. Et tu as évoqué tout à l'heure, pour rester un petit peu sur les chiffres, que le NFT était monté à une valeur importante. Surtout que en plus, le Solana, il est bien monté Mhm. sur la fin d'année 2023. Toi, t'as jamais pensé vendre, par exemple? C'est ce qu'on se pose la question quand ça atteint ces prix-là. Yes, tout à fait. Alors, pour être transparent, je partageais un autre Mad Lads avec mon associé sur la marque de vêtements et on a pris du profit sur celui qu'on partageait. Ok. Voilà. T'en Donc, avais un et demi et t'as j'en vendu le avais et demi. j'en avais un et demi, j'ai vendu le et demi parce que on sait jamais de quoi le futur est fait et d'ailleurs, on a bien fait. Et pour le coup, ils arrivent à me garder. Moi, ma photo de profil, j'arrive à la garder parce que déjà d'une part, ça fait partie maintenant de mon personal branding. On me reconnaît un peu grâce à celle-ci, et je suppose que tu m'as reconnu grâce à celle-ci. Et ensuite, ils ont un système de stacking dans le wallet de Backpack. Tu peux déjà d'une part bloquer tes NFT, tous tes NFT en fait. Si jamais tu cliques sur un drainer, si tu te trompes sur un lien ou un truc comme ça, eh bien, ça va pas overpass le blocage. On peut pas te voler ton NFT, par exemple. Donc ça, c'était Ok. une feature que je trouvais intéressante. Et pour les Mad Lads spécialement, et pas que les autres NFT, eh bien, il y a un système de stacking où on récupère des gold et de l'argent en bronze. On ne sait pas du tout encore à quoi ça sert. Il y a une petite émoticône de parachute en haut à droite de l'application. Donc on se Oula. dit, est-ce qu'il y a potentiel airdrop parce qu'on a tant de gold? Et du coup, en fait, ils nous ont comme ça, quoi. Ils nous ont comme ça. On a des golds qui s'accumulent tout le temps. Et en plus, tu vois les chiffres monter au fur et à mesure, quoi. C'est comme un compte à rebours, mais à l'envers. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et ils nous gardent comme ça. Et, euh, Ok. et en dessous, du coup, dans l'application de Mad Lads, lorsque tu cliques sur le NFT, tu as aussi des badges. Des badges que tu peux collectionner selon les actions que tu as fait. Par exemple, j'ai un premier badge parce que je me suis inscrit sur l'exchange. J'ai un deuxième badge lié à Wormhole, au airdrop de Wormhole. Lorsque je clique dessus, eh bien, ça m'ouvre une autre application où je peux claim tous les jours mon allocation, puisqu'elle est Sachant que vestée si, sur un an. sachant que si t'avais pas le badge pour Wormhole, je crois que t'avais pas l'airdrop, je crois, non? Exactement, Ouais. exactement. Et pour obtenir ce badge, il fallait être dans le Discord de Wormhole avant l'annonce du airdrop pour les Mad Lads. J'ai un badge Tensor, je ne sais pas encore à quoi il va servir, et j'ai un badge Waitlist, je ne sais pas encore à quoi il va servir. Et le deuxième badge que j'ai, c'est PIS, parce qu'en fait, on a eu un airdrop de PIS aussi, Ouais. PYT. Ok. Donc, voilà comment ils me gardent, parce que j'ai collectionné ces badges-là. Moi, ils sont beaucoup cher parce que j'ai ces badges-là. Parce que, par exemple, tous les NFT qui ont des badges W valent plus cher que le floor sur le marché. Parce qu'effectivement, il y a 16 000, enfin maintenant, ça doit être 14 000. Non, non, ça doit être 12 000 de bloqués maintenant encore dans chacun des NFT. Et Donc, tu récupères la location en achetant le NFT du coup. Ouais.
C'est ça. Donc en achetant le NFT, tu récupères le vesting. Donc tous les jours, tu peux claim du W, quoi. Donc ils nous tiennent comme ça. Ouais, efficace. Et, euh, et en parallèle de Mad Labs, bon, j'imagine comme tu as participé au Mint, que la collection a pris de la valeur et que c'était ta PFP depuis peut-être le Mint, ça va être... Enfin, tu as un attachement particulier à celui-ci. Mais est-ce que Mhm. tu t'es aussi investi dans d'autres collections sur Solana ou Ethereum ou pas force, pas plus que ça? Je me suis toujours mis dans des collections un peu liées au métaverse à l'époque. Ok, Donc j'avais Portals. Ensuite, j'ai découvert d'autres projets annexes liés au métaverse, comme il y avait Aeternate, il y avait The Sandbox, il y avait des projets qui avaient pour but d'avoir leur personnage 3D dans les plateformes, dans les jeux, etc. La plupart ont fait faillite, puisque le métaverse maintenant c'est plus du tout à la mode. Mais par exemple, Portals a réussi à faire un pivot où ils ont plus un accès le Roblox du Web 3. Donc d'accord. avoir des créateurs de jeux vidéo qui créent sur une plateforme où il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit et qui est lié à la blockchain et il y a toute une économie tout autour. Donc ils ont réussi à faire un beau pivot et je possède toujours ces NFT-là. Et qu'est-ce que j'ai de sympa qui m'intéresse? Non, globalement maintenant c'est plus Mad Lads, Portals et j'avais un Sharky à l'époque avant le airdrop, mais j'ai pas trouvé d'autres communautés depuis Jungle Cat ou Portals ou Mad Lads où je me sentais bien. D'accord. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire me sentir bien? C'est-à-dire bah, avoir envie d'ouvrir le Discord et parler tous les jours, quoi. Hmm. Échanger avec les personnes, limite devenir pote, tu vois. Et j'ai rejoint il y a pas longtemps un groupe privé d'investisseurs de Mad Lads, de personnes qui possèdent des Mad Lads. Et j'ai jamais vu une communauté aussi forte, quoi. Là, mon téléphone, il fait que de vibrer. J'étais obligé de muter un peu la conversation. Mais ça parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de choses hyper intéressantes parce que c'est des personnes qui build, c'est des personnes qui créent du contenu, c'est des personnes qui me ressemblent un peu plus. Ok, ok, super. Et il y a des traits qui sont plus recherchés que d'autres, comme dans Yes, toutes les tout à fait. collections, j'imagine un petit peu, mais Tout à fait. Il y a les lassis, ce sont les NFT où ce sont des femmes qui sont représentées. Donc il y en a moins. Et pour cette raison, c'est beaucoup plus cher pour le côté rareté et aussi parce qu'elles sont très stylées. ouais, Elles ça sont très Coflore, très stylées. il y en a aucune. Je suis en train de Il n'y en regarder a en même aucune. temps. Il n'y en a aucune. Je pense qu'elles sont peut-être 20 sols de plus. Hmm. Je sais plus. Et il y a les galaxies, donc les Mad Lads avec une peau qui ressemble à de la galaxie violette. Et il y a plein de sous-groupes. Donc il y a des DAO qui se forment selon les groupes. Et par exemple, il y a l'Einstein, parce qu'il y a la langue de Albert Einstein. Il y a plein, plein, plein de groupes. Et moi, dans mon NFT, ce qui est stylé, c'est l'espèce de manteau, de manteau impérial que j'ai. Je crois que c'est ça Ok, qui vaut le plus cher dans mon NFT. C'est pour ça qu'on me propose des prix plus hauts en plus de mon W, quoi. Et d'accord. on m'a déjà fait des offres plus haut que le fleur à chaque fois. Donc, Ok, intéressant. Bon, je te demanderai peut-être plus de questions, je te poserai plus de questions peut-être en off. Ceci n'est pas conseil d'investissement, mais moi je regarde la collection de près et je la regarde depuis 150 avec sols, donc plaisir. forcément à 95, c'est encore plus tentant. C'est avec plaisir. J'aime bien donner le prix en dollars pour que Ouais, les personnes aussi. qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout le cours de Solana, là, un Madlad, ça vaut à peu près 15K, 15 000 $. Et on a réussi à avoir à un certain moment donné plus de volume que la plupart des collections NFT en même temps, même sur Ether. On a réussi à avoir plus de volume que Bored Ape à un moment donné, mais aujourd'hui on n'est pas encore au niveau de Bored Ape. Hmm, Pas encore. pas encore, il y a de l'espoir. Ok, super. Top. Et du coup, tu nous disais avant qu'on attaque le sujet Mad Lads qu'avec le projet que tu avais rejoint, désolé, j'ai oublié le nom, celui qui a Jungle Jungle, Cat. que tu avais
pu t'impliquer de manière, on va dire, un peu plus professionnelle, même en travaillant sur ce projet ou d'autres. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait comme mission, comme type de job, quel type de projet t'as accompagné? Yes, tout à fait. Alors, chez Jungle Cat, je me suis un peu créé mon taf. Au début, j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, fait cette proposition d'acheter un appart dans le métaverse avec les fonds de la DAO et qu'on y organise des soirées. Et vu que j'étais à la tête de ce truc-là, les co-founders se sont dit, OK, ce gars-là, il est intéressant, il travaille bien, il communique bien. Et ils m'ont proposé carrément d'être community manager, puisque j'étais très connu de toute la communauté. Et qui de mieux, en tout cas à l'époque selon eux, hein, que moi-même pour pouvoir être à la tête, à la gestion de la communauté. Donc j'étais community manager. Et en même temps, je leur ai dit, en fait, moi, je veux pas faire que ça. Donc, je suis devenu Metaverse et Community Lead. Donc, je gérais les relations avec tous les partenaires Metaverse. Donc, j'ai pu, d'une part, être à la direction artistique de nos personnages 3D qui étaient utilisables dans plein de jeux. Ils sont disponibles dans Iyaku, l'un des jeux numéro un sur Solana, qui ont fait partenariat avec Mad Lads, D-Gods, il y a très peu. Euh, Là, aujourd'hui, il y avait beaucoup d'autres jeux comme Degen Royal pour lesquels j'ai pu faire intégrer les personnages de Jungle Cat. Et j'ai aussi pu tout, gérer toute cette gestion. C'était tout nouveau pour moi en plus hein, de créer un personnage avec un studio de jeux vidéo. C'était de la gestion de projet, mais c'était tout nouveau quand même. Et en plus de ça, j'organisais un mardi soir sur deux des soirées dans l'appartement de Metaverse. Donc il y avait entre une dizaine à une trentaine de personnes qui venaient tous les mardis soirs, enfin un mardi soir sur deux, et j'avais des événements ponctuels où j'organisais des plus gros événements. J'invitais par exemple la communauté Famous Fox, puisqu'ils avaient aussi des personnages 3D, donc ils venaient carrément dans l'appartement Metaverse. J'ai organisé plusieurs pokers dans le métaverse où le premier, je crois qu'on avait une quarantaine de personnes qui étaient venues pour jouer au poker pendant 1 heure et demie. Le deuxième événement, il y avait 80 personnes en moyenne qui venaient jouer dans le métaverse et j'animais la soirée, j'ai organisé les prix, on a pu donner plus de 1 000 $ de prix toute la soirée et pas que pour les gagnants. Et voilà un peu ce que je faisais chez Jungle Cat. Et à un moment donné, ils m'ont envoyé à mon premier NFT Paris. C'est eux qui ont tout payé, mon séjour, le billet aussi de NFT Paris, puisque le ticket de NFT Paris est pas si abordable que ça. C'était vraiment une opportunité pour moi. Ils m'ont dit, bah vas-y, va nous représenter là-bas. Et j'y suis allé. J'ai pu avoir beaucoup plus de partenariats pour Jungle Cats au fil de mes rencontres là-bas. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un que j'avais rencontré là-bas. Et c'était un gars qui gérait une plateforme de création d'espace 3D. Et en fait, ils m'ont carrément recruté en tant que consultant marketing et métaverse chez eux. C'est fou de se dire, en 2023, tu bosses dans le métaverse, tu vois. Ouais, carrément. Tu gagnes de l'argent parce que tu donnes des conseils sur le métaverse. Et j'ai pu les accompagner de juillet à décembre dernier. Et puis, tu as pu avoir ce poste parce que tu avais une expertise, étant donné que c'est un truc qui te plaisait beaucoup, sur lequel tu t'étais renseigné, investi à titre personnel finalement. Exactement. C'est vraiment pour ça qu'ils m'ont embauché, quoi. Ils ont vu le contenu que je postais sur Twitter. J'ai pas un gros compte non plus. Là, j'ai bientôt 2 000 abonnés. Mais en tout cas, j'essaie de partager les choses qui me passionnent. Et ils ont vu que j'étais passionné et que j'avais une expertise et ils m'ont fait confiance, en tout cas, pour cette belle mission. Ok, ok, super. Et ensuite, tout ça t'amène à créer ton propre projet, du coup, qui est Anywhere, que tu as évoqué dans l'introduction. T'es dessus, le lancement est pour bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En plus, tu as un associé sur le projet, si j'ai pas de bêtises. Yes, tout à fait. Alors, ça fait depuis mai.
2023 qu'on réfléchissait avec mon associé. Mon associé, c'est Alan Bodo. C'est un ancien combattant à l'UFC. Il fait partie des rares Français à avoir intégré l'UFC, qui est l'organisation mondiale numéro 1 de MMA, où il y a des combattants éminents comme Pereira, John Jones, etc. Et pour donner un peu de nom, et Alan, en fait, c'était le sparring partner de Cyril Gane et Francis Ngannou. Rien que ça. Rien que ça. Donc, je vais peut-être un peu raconter rapidement de pourquoi je suis avec Alan sur Anywhere, et je dirais plus sur Anywhere, parce qu'on se dirait, ok, pourquoi un combattant UFC est avec un gars qui aime bien le métaverse et les NFT? Qu'est-ce qui se passe? J'allais te poser la question. En fait, j'aime beaucoup le MMA à côté, et je crois que j'avais mis un petit message sur Twitter comme quoi j'aimais bien Cyril Gane, et je reçois un message d'un compte Twitter qui me dit rejoins ce Discord, il va se passer quelque chose vu que t'aimes les NFT et le MMA. J'ai rejoint, j'ai été le premier à avoir rejoint le Discord de MetaFight. MetaFight, c'est un jeu où l'on collectionne des cartes de ses combattants préférés, et on devient un manager et on gère une salle de gym. Et j'ai rejoint le Discord, j'étais le premier à avoir rejoint le Discord publiquement parce qu'ils m'ont envoyé ce message, ça c'était trop bien. Et du coup, avec ce statut-là où j'étais très actif, lorsque j'ai découvert leur jeu, j'ai trouvé ça hyper sympa. Ils m'ont invité à mon premier événement de MMA. Donc je suis allé voir pour la première fois des combats de MMA sur Paris, et j'ai passé une super soirée, et à la fin des combats, on avait un dîner avec la team, et en petite surprise, eh bien, on avait un dîner avec un ancien combattant UFC, et c'est là que Alan est arrivé. Et D'accord. Alan, Ok. Alan était commentateur ce soir-là. Il est arrivé, et très abordable en fait. C'est le gars, il est arrivé un petit peu en retard parce qu'il était encore en train de commenter, mais il s'est dit bah je vais me mettre assis au milieu à côté de tout le monde, comme ça je pourrais échanger avec tout le monde. C'est pas le genre de mec, c'est devenu un peu une personne publique maintenant. C'est pas le genre de mec à rester au bout de la table et c'est bon, j'en ai marre, je viens de bosser, j'ai pas envie d'échanger avec des gens que je connais pas quoi. Et lui en fait, il était devenu consultant de MMA pour MetaFight. Il donnait des avis sur les combattants, il ramenait des combattants, des licences de combattants, il donnait des avis sur le jeu, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, on a tout accroché en fait. Moi j'adorais les MMA, et lui il était curieux à propos des NFT et de la crypto. Donc on a discuté pendant 4 heures non-stop de ça. Et on a pris nos contacts et on s'est refait des calls. Je l'ai appris à installer des wallets, je lui ai appris à faire de la DeFi, plein de trucs tout bêtes. Et lui, on échangeait sur le MMA et le business de manière générale. Ce qui nous a amené à devenir amis, et ensuite de réfléchir en mai dernier. Il m'a dit Steve, là j'étais encore consultant. Non, j'étais déjà consultant en fait à cette époque-là. J'ai pas commencé en juillet. J'étais déjà consultant marketing en mai dernier. Il me dit bah, on travaille tous les deux pour d'autres projets. On a tous les deux un bon réseau maintenant. C'est cool de travailler pour les autres, mais viens, on lance notre propre truc. Ok. Donc en mai dernier, on a fait des calls littéralement pour étudier le marché du Web3. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il manque dans le Web3 et quelle serait notre valeur ajoutée? Et Ok, donc ça on pouvait a être super large du coup. Et c'était très large, hein. Ouais. C'était très large. On a réfléchi à des sports, on a réfléchi à des applications, on a réfléchi à du marketing, à plein de choses, jusqu'à se dire que Alan et moi-même, on a fait quand même pas mal de conférences crypto maintenant, que la plupart du merch, la plupart des vêtements donnés par les entreprises dans ces événements-là n'étaient pas forcément de qualité. Donc c'était le premier constat qu'on se faisait, et on s'est dit: «OK, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à automatiser, il y a quelque chose où on peut faire la différence par le biais de la qualité». Et on s'est dit: «OK, bah, vas-y, on va essayer de lancer un système de merch où les gens vont pouvoir imprimer leur NFT, et on n'a pas besoin de trop s'en occuper, on peut automatiser le truc». Et ensuite,
On se dit, bah non, c'est pas assez. Il n'y a, il y a pas que la qualité qui est importante, etc. On a eu l'idée ça vient carrément de la marque de vêtements de Orelsan. La marque de Ouais, vêtements d'Orelsan, c'est Avenir. On regardait des vestes en jean puisqu'on s'est dit, il faut la qualité dans le Web3 et il y a personne qui fait une vraie collection de A à Z, c'est-à-dire des vestes en jean, des cargos, des vraies pièces littéralement issues du Web3, quoi. J'aimais bien les vêtements de Avenir à l'époque. Et on a regardé la veste en jean et on a vu que la veste en jean, il y avait une poche qui se descratchait. Et on s'est dit, OK, imagine on fait des poches personnalisées sur le Web3. Et les gens descratchent et choisissent leur poche le matin, quoi. Et ok. ce qui a découlé de maintenant, ce sont des patchs, nous, parce que c'est plus facile qu'une poche. Et, euh, et en gros, Anywhere, c'est quoi? C'est une marque de vêtements qui va de la veste en jean, la casquette, le hoodie, le t-shirt et d'autres items, le cargo, où il y a des emplacements velcro où tu peux y scratcher, comme je te disais, des patchs à l'effigie de tes NFT, de tes collections préférées ou de ton IP préféré même. Tu aimes bien Bitcoin, eh bien tu peux scratcher des choses liées au Bitcoin. Donc le matin, tu es devant ta garde-robe, tu choisis ta veste en jean qui est de qualité, avec des éléments recyclés, elle est lourde. Le hoodie, pareil, 100% coton, il fait 480 grammes. Il est assez lourd, de qualité. Et tu choisis à quoi va ressembler ton vêtement, quoi. Si le matin, tu es de ce mood-là et que tu mets ton Bored Ape, tu le mets, et l'après-midi, tu mets ton Mad Lads. Donc c'était un peu ça l'idée. Ouais, l'avantage des par rapport aux poches, c'est aussi que tu peux le personnaliser et interchanger ce que tu mets en avant. C'est ça. C'est Et du ça. coup, Donc, vous proposez les vêtements, mais vous proposez aussi les patchs. Ou les exactement. patchs, il faut on aille se fournir ailleurs. Non, non. Non. On produit, tout est fait de A à Z, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris des hoodies sur Printify ou Fruit the Loop ou un truc comme ça. C'est les hoodies, les coupes, etc. Tout a été dessiné. La veste en jean, pareil, tout a été dessiné de A à Z, designé de A à Z. On est accompagné d'experts sur ce sujet, puisque Alan est un ancien combattant du UFC, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons la chance d'avoir Franck qui travaille avec nous et qui co-design avec nous. C'est la personne qui a fait tous les vêtements pour l'UFC et Venom. Donc c'est un expert de la mode de 20 ans d'expérience qui gère avec nous les relations avec les usines et le design de notre collection. Et bah, il y a toute son expertise de logistique qui va avec. Euh, Pareil, nous avons comme investisseurs principaux chez nous la marque de lunettes John Dahlia, qui est une marque de lunettes de luxe française, qui, par exemple, là, à la dernière Fashion Week, eh bien, il y avait Ronaldinho et Chris Brown qui portaient ces lunettes. Moi, d'ailleurs, je porte ces lunettes-là, mais je t'avoue que je sais pas faire autant de jongles que Ronaldinho. Euh, et donc, ce sont nos principaux investisseurs. Et on a pu faire notre dernier shooting officiel dans leur studio la semaine dernière sur Paris. C'était 3 jours intenses. On a tourné 2 nuits, 2 jours et 2 nuits et 2 jours encore. Et on avait comme modèle un mannequin qui avait fait des choses pour le PSG, sa copine qui a fait des choses pour Chanel, et on avait une maquilleuse, on avait un vidéaste, une photographe, et on était dans les meilleures conditions en tout cas pour maintenant préparer notre première campagne marketing puisqu'on n'a pas encore lancé. On voulait faire les choses bien. On a montré nos premiers prototypes bah, là par ailleurs en octobre dernier à Solana Breakpoint à Amsterdam. Et donc de mai jusqu'à octobre pour les premiers prototypes. Et ensuite, à NFT Paris dernier, nous avons eu un stand dans les locaux de The Sandbox pour l'événement de MetaFight, où on a pu justement montrer nos vêtements encore plus et faire des partenariats pour les patchs. Donc, on produit ces vêtements et on produit les patchs aussi. Les patchs, il y a des patchs Anywhere qu'on n'a pas encore montré. On a les patchs
liées aux autres collections. Et, par exemple, on a un partenariat avec MetaFight, on a un partenariat avec Orori. Orori qui est le jeu gaming numéro 1 sur Solana, qui est disponible sur Epic Games, là où on peut télécharger Fortnite. Eh bien, on fait des patchs à l'effigie de leur communauté. Donc, les holders de cette collection vont pouvoir acheter ces patchs-là. Et à l'intérieur de ces patchs, ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a des puces NFC qui permettent beaucoup de choses. Donc, imaginons, je suis un holder de Rory, j'achète le patch puisqu'ils sont partenaires avec Anywhere, et je fais partie des 150 premiers à en avoir un. Eh bien, lorsque je vais scanner pour la première fois ce patch que je vais recevoir chez moi, je vais pouvoir claim des tokens de Ori. Donc ça, d'une part. Et lorsque je porte mon patch après, bah déjà, j'ai réussi à l'authentifier en tant qu'un vrai, puisqu'on a une solution liée à la blockchain là-dessus d'authenticité. Eh bien, je porte mon patch au Ori lorsque je sors, etc. Je rencontre quelqu'un à un event, il va scanner mon patch et il va pouvoir voir, d'une part, le lien que Aurori aura décidé de mettre en avant après. Par exemple, ils ont un jeu mobile, et bien, les personnes qui vont scanner ce patch-là vont pouvoir le télécharger à l'avance, par exemple. Et en scannant ce patch, en rencontrant le holder de Aurori, eh bien, j'ai réussi à avoir son LinkedIn ou son Instagram, son Twitter, puisqu'il a choisi de les mettre à disposition dans son patch. Et je vais voir aussi tous les autres patchs qu'il possède et tous les vêtements qu'il possède de la collection Anywhere. Ok, donc ça permet ouais, de bien authentifier le holder et d'avoir accès à ces infos. Et pour faire une petite parenthèse sur les événements, c'est un truc que tu as pas mal évoqué. Toi, on as participé à plusieurs qui t'ont permis de développer ton réseau. Tu as évoqué NFT Paris, Solana Breakpoint. C'est quelque chose que tu recommandes de faire. Qu'est-ce que tu en as tiré je sais pas, en positif ou peut-être en moins positif, en négatif, de faire des events? Alors, je vais commencer par mon tout premier event qui était NFT Paris. J'ai adoré puisque j'y suis allé avec la casquette de Jungle Cats et The Diggers. Donc j'ai Ouais. ramené des partenariats pour The Diggers et Jungle Cats. Donc j'étais vraiment côté B2B. Je suis parlé à tous les stands, j'ai discuté avec tout le monde, j'ai pu aller à des soirées il y avait tout cet aspect-là hyper sympa. Mais d'autre part, il y avait l'aspect en fait bordel. On est loin de l'adoption de masse. C'est-à-dire que c'était 500 $ pour avoir un ticket. Donc c'est pas n'importe qui peut se permettre d'entrer en fait. Ils avaient fait un dimanche beaucoup moins cher pour les familles, des choses comme ça, mais c'était pas très communiqué. Et le plus gros de l'event, en fait, c'était vraiment tourné B2B. Donc une famille qui passe pas très loin, en plus c'est au Palais éphémère à Paris, ils veulent découvrir ce que c'est les NFT, bah non, ils peuvent pas quoi. Donc je me Mm. suis dit, c'est dommage, on n'est pas du tout axé adoption de masse encore. Mais ça reste pour moi un signe de. Quand je suis arrivé à NFT Paris, je me suis dit, oh la vache, en fait, on est autant. C'était bondé. En fait, on est autant. C'est pas que des gens derrière un ordinateur. On est autant à bosser dedans. On est autant à croire à ce futur commun de Web3 qui prendra le pas et qui servira vraiment à quelque chose dans la vraie vie, quoi. Et je recommande fortement aux personnes qui veulent grandir dans cet écosystème, faire du réseau, trouver un job, littéralement. Trouver un job dans le Web3. Il faut aller à ces events, il faut aller serrer des paluches. C'est vraiment le truc le plus chiant. C'est difficile d'ailleurs quand j'y suis arrivé. Moi, je suis quand même de l'immobilier. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de serrer des paluches, j'ai l'habitude de me vendre, de vendre quelque chose. Et pourtant, ça reste quelque chose de faire du réseau. Je suis arrivé là-bas, j'ai dû tourner pendant 10 minutes avant d'oser. J'ai tourné pendant 10 minutes, je me suis dit, je connais pas vraiment encore bien ce milieu, j'ai pas envie de dire une bêtise, j'étais encore un tout petit peu stressé et d'un coup je me suis dit: «OK, là il faut que je prenne mon courage à 2 mains, on y va, je me lance» et j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté de me lancer, donc si j'ai un truc à recommander, c'est, lancez-vous, allez aux events, crypto. Il y a plein d'events, plus ou moins abordables aussi, ou c'est juste un verre, entre personnes qui aiment la crypto sur Paris, juste un verre pour les gens qui aiment la crypto, sur Bordeaux, il y en a dans toutes les grandes villes.
Et s'il y en a pas dans votre petite ville, essayez peut-être d'en organiser un. Ou Hmm. des gens que vous connaissez un tout petit peu du Web3, proposez-leur d'aller boire un verre. Et c'est comme ça qu'on crée des connexions, c'est comme ça qu'on se fait un réseau. Et t'y allais en tant que, on va dire, particulier, mais tu avais aussi participé à un événement qui avait été financé par le projet Jungle Cats. Là, du coup, tu représentais le projet ou tu avais même un stand? Ou comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu Je as une n'avais autre pas de casquette, stand non? du tout. Je n'avais Là, pour le dernier NFT Paris, tu veux dire? De cette année? Ou Ouais, celui à celui l'époque avec où, Jean? qui avait été pris en charge par le projet dans lequel tu étais. Alors non, on n'avait pas de stand. Le but, c'était en fait que je vadrouille et que j'aille chercher des partenariats. Ok. Donc, je vadrouillais de stand en stand pour chercher des partenariats et j'ai réussi à avoir du coup des Gènes Royal, j'ai réussi à avoir The Climbers, The Sandbox aussi. Enfin, il y avait plein de choses sympas. Et tes partenariats, ça consiste en quoi exactement? C'est des collabs avec des projets Ouais, c'est ça, c'était des collabs, pouvoir intégrer le personnage de Jungle Cats dans leur jeu, de pouvoir les inviter par exemple à nos événements communautaires et notamment avoir des activations qui étaient prévues après, mais j'ai quitté la boîte quelques mois après. Et ensuite, la boîte a été donnée aux mains d'un autre projet aussi. Et maintenant, ça s'est un peu écroulé. Et désormais, la boîte qui avait pris en charge Jungle Cat a abandonné le projet. Et c'est maintenant un groupe communautaire qui reprend. Des gens que je connais très bien. Ok. Et ça revient vraiment le côté DAO comme à l'époque, mais sous moindre mesure. Ok. Donc ouais, pour les événements, pour fermer la parenthèse, tu recommandes d'y aller, de te lancer, de discuter pour créer son réseau tout simplement, comme un peu dans tous les secteurs ou corps de métier. C'est un peu comme ça que ça marche quand on commence. Bien sûr, Et bien sûr. surtout, ne sortez pas de podcast, ça me fera moins de concurrence. Parce que J'ai 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 c'est un j'ai outil j'ai quand aussi même un qui peut truc là-dessus. permettre. Ah, J'ai mince, j'ai quelque j'ai chose, parlé trop vite. quand même, avec Anywhere. Quand je dis là-dessus, c'est sur le sujet de, il y a de la place pour tout le monde. Hmm. C'est-à-dire que, nous, on se veut quand même être leader de ce marché, lié à la mode et aux vêtements dans le Web3, parce qu'on trouve qu'il y a pas encore de leader, aujourd'hui. On se veut leader, mais on sait qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de projets qui ont vu ce qu'on faisait. Ils nous ont envoyé des messages en fait. Ils nous ont dit: «Oh, c'est stylé», et c'était nos concurrents. «C'est stylé, on peut discuter, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble», des choses comme ça. On a même un projet concurrent principal sur Solana qui nous a envoyé un message en nous demandant si on pouvait produire des vêtements pour eux parce qu'ils ont touché la qualité de nos vêtements lorsqu'on était à Breakpoint à Amsterdam. Et pour moi, il y a la place pour tout le monde. Il y a des cibles différentes. Nous, les personnes qu'on cible, ce sont effectivement les aficionados du Web3 qui possèdent des NFT et des actifs numériques et qui recherchent de la qualité premium, plus Hmm. plus. Ok. Donc voilà qui on cible. Effectivement, on va quand même avoir un accès où on cible les personnes du Web 2, les personnes qui ne sont pas forcément investisseurs de NFT et crypto, etc. Donc les personnes que l'on cible sur Instagram, TikTok, etc. On a du contenu que l'on a préparé exprès pour épouser les trends du moment. Et on sait que ce genre de vêtements, en fait, on peut les aimer. Quand j'étais sur Paris, il y avait plusieurs fois où on m'arrêtait dans la rue pour me dire: «Elle est sympa ta veste», ou un mec qui s'arrêtait en voiture, il baisse sa vitre, stylé la veste. Mais ce qui est sûr, c'est que notre cible numéro une, ce sont les personnes du Web3. Lorsque je portais mon gros patch Mad Lads et que je suis arrivé à NFT Paris, je fais pas une blague, hein, je n'exagère pas pour vendre mon projet. Mais avec Alan, mon associé, on a dû marcher 5 minutes. Et après, pendant 20 minutes, on n'a pas réussi à faire deux, trois pas de plus parce qu'on se faisait arrêter pour demander: «Oh, c'est quoi votre veste? Il est trop stylé ton Mad Lads derrière». Donc, déjà, de un, on récupérait les gens qui adoraient l'IP Mad Lads, qui connaissaient déjà, donc c'est déjà il y a ça, et qui aimaient la veste en même temps et le fait de pouvoir enlever son patch, etc. Et on n'arrêtait pas de nous arrêter. Et on avait des collègues qui sont partis, ils étaient speakers NFT New York, et on leur a donné des vestes pour qu'ils soient sapés en anywhere là-bas. Et pareil, ils ont vécu ce truc de les gens qui viennent les voir pour demander ce qu'est la veste. Donc c'est un vrai
outil aussi pour entamer les discussions. Ils nous ont dit c'est beaucoup plus facile de discuter avec des gens parce qu'ils viennent te voir pour la veste, quoi. Ouais, t'es reconnaissable assez facilement, ouais. Et pour Yes, donner tout un à fait. petit et pour donner une petite visibilité sur le projet, donc vous avez fini le shooting là, c'est tout récent. Vous préparez la Mhm. campagne marketing. Est-ce qu'il y a une idée de la date de sortie? Est-ce que tu veux une petite exclue? Ah bah, j'en Je demandais pas t'avoue tant, mais que si t'as un peu de visibilité, je pourquoi pas. t'avoue que pour l'instant, on ne communique pas encore publiquement Ouais, de ok. date officielle parce que on veut vraiment faire les choses bien. Là, ce qui est en cours, c'est terminer de boucler des partenariats. Donc, c'est quand même important puisque notre go-to-market repose sur le fait de faire des patchs pour d'autres communautés. Donc, en faisant des patchs, par exemple pour Aurori, il y a la communauté Aurori qui va venir récupérer leurs patchs et pour utiliser les patchs, il faut acheter des vêtements. Mhm. Donc, il faut avoir beaucoup de partenariats. Donc ça, c'est encore en cours. Le gros maintenant du sujet, c'est pouvoir traiter tous les fichiers que l'on a pu créer, tous les contenus qu'on a pu créer durant ce shooting. Donc, il faut faire le montage, il faut faire les retouches, tout ça. Notre photographe et le vidéaste sont à fond dessus et préparer le planning. Et mon but, en fait, c'est d'arriver en grande pompe. C'est d'enchaîner, c'est-à-dire que telle vidéo, ok, boum, on y va. Les gens se disent c'est stylé, et de surenchérir avec un truc encore plus stylé, et de surenchérir avec un partenariat encore plus stylé, et de surenchérir avec un autre partenariat. Et je veux donner ce sentiment de on en veut plus, on en veut plus. C'est un peu à la suprême la manière dont on veut le faire, on va fonctionner sur plusieurs drops. La collection actuelle s'appelle Welcome to Paris. Il y a 3 drops. Donc il y a le premier drop qui sortira, je l'espère en tout cas, dans le Q2 de cette année. Donc c'est ce trimestre-là. Et il y a la veste en jean noir, le cargo noir, le hoodie beige, le t-shirt beige, la casquette beige. Et il n'y a que 333 éditions de chacun de ces items. Donc pour toujours, il n'y aura que 333 vestes en jean noir par exemple. Et sur chacune des vestes, eh bien, il y a une étiquette édition limitée 1 sur 333 par exemple. Ok, Et on veut que ça fonctionne un peu comme le mint en fait. Pour avoir le tien, il faut arriver le plus vite possible et tu collectionnes tes patchs comme tu collectionnes tes NFT et tu veux ton vêtement aussi pour pouvoir les utiliser. Et en tout cas, pas tout le monde en aura. ok. Donc on peut espérer une première sortie fin Q2. Ouais, c'est ça, Q2 2024. Exactement. Ok, top, top. Super, bah, très intéressant. Puis on mettra les réseaux sociaux, les tiens et ceux du projet, dans la description du podcast pour ceux qui veulent en Yes. savoir davantage. Merci beaucoup. Donc la marque s'appelle Anywhere, Ouais, ANYWB3AR, donc le 3 de Web3, parce qu'on s'assume quand même, hein. On veut plaire aux gens du Web2, mais on a quand même des indices que c'est quand même du Web3. Il y aura des patchs aussi liés au Web3, il y aura du Bitcoin, il y aura des choses qui seront liées aux cryptos. Les personnes qui vont s'inscrire sur la plateforme après avoir reçu leurs vêtements pour pouvoir authentifier leurs vêtements et avoir l'endroit où ils vont pouvoir mettre leur réseau directement dans les patchs, eh bien, ils vont créer un compte qui leur donnera un wallet sans qu'ils le sachent. Donc, tu ok, te connectes avec ton Gmail et ça te donne un wallet sans savoir, sans que tu le saches. Donc, on emborde quand même des gens dans le Web3 par ce biais. ok, canon, top. Et bien du coup, on va se diriger rapidement vers les trois questions de fin que je ne t'ai pas dévoilées en off pour conclure ce super épisode. Et la première question de ces trois questions que je vais te poser, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Ok. C'est une belle question. Là, j'ai déjà un Mad Lads, donc je ne peux pas vraiment répondre Mad Lads. Ouais, ou il y en a Euh, peut-être un avec des traits ultra rares dont tu rêves ou pas forcément. Forcément, chez Mad Lads, le NFT que tout le monde veut, c'est soit les lassis, les filles, Ouais, soit, encore mieux, les NFT avec des crânes. En gros, c'est un crâne littéralement à la place du visage d'humain. C'est un crâne limite qui brûle et il est très 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 stylé. Et c'est un groupe très fermé d'investisseurs
Et quand tu as ce genre de NFT, tu entres dans ce groupe-là et tu peux discuter vraiment avec des personnes qui ont, je pense que tu connais un petit peu vu que tu as un Bored Ape. Un mutant, Eh ouais. bien, Ça, un mutant, pardon. ouais. Eh bien, tu as des groupes où tu as des infos à l'avance, tu rencontres des gens qui ont plus de réseau, etc. Donc, je dirais que ce serait potentiellement ça. Ok. Ok. Et si c'est pas un Mad Lads, non, ça serait Et Mad si Lads. c'était pas un Mad Lad, je pense que j'irais voir du côté de Persona. Ouais, ok. Parce que je les trouve un peu stylés et j'ai eu un appel avec Spike de Persona, du coup le founder, la semaine dernière. Et je trouve le gars hyper smart. Il a une belle vision des choses. Et ça veut pas dire qu'on a déjà un partenariat avec eux, hein, en tout cas, mais on a eu un appel avec eux. Et je trouve le projet un minimum euh, qui change de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Ok. Top. Donc ça nous amène à la deuxième question. Qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast en francophone? En francophone, j'aime beaucoup Frenchy de Ouais, Proof of French et qui a rejoint il n'y a pas si longtemps l'équipe de JPEG FM avec Ruskov. ouais, Je l'ai vu. c'est un des premiers invités que Je l'ai j'avais vu. reçu il y a quelques mois déjà. Ah, tu l'as déjà aussi, ok. Ouais, Et je l'ai vu sur Paris il y a peu, donc honnêtement, c'est une crème et c'est un gars très sympa. En français, je pense que tu aimerais beaucoup discuter avec Zach Crypto. ok, C'est un gars qui a une émission tous les dimanches à 17h sur Twitch où ils font des chroniques. Ça s'appelle le Cercle Crypto. Il a trois autres chroniqueurs et ils abordent plein de sujets liés à la DeFi, au métaverse, à tout ce qui se passe dans le Web3. Et c'est vraiment une émission travaillée et c'est un gars qui a beaucoup de compétences et qui lance aussi des projets à côté. Et je pense que c'est l'une de mes recommandations, Zach Crypto. ok, top. C'est ajouté à ma liste. Et du coup, dernière question, si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Je dirais oser. C'est un peu cliché, hein. Là, on a une audience crypto et peut-être des personnes qui veulent avancer plus dans le Web3. J'ai discuté là il y a pas longtemps avec quelqu'un qui était hyper talentueux, qui a plein de bonnes idées, mais qui se dit, bah en fait, vu que j'ai eu zéro expérience, vu que je suis pas un vrai dev, mais je parle pas de toi en plus, hein, je parle d'un gars que j'ai rencontré il y a pas longtemps je dis je parle pas de toi parce que en off tout à l'heure on parlait du côté être développeur c'est important pour pouvoir lancer un projet. Mais moi justement je dis oser aller aux events, rencontrer des gens, n'hésitez pas à poser de questions parce que c'est un milieu où rien n'est fait encore. Vraiment tout le monde peut se faire sa place et c'est comme ça aussi que je me suis fait. Enfin je dis pas que je suis un moment haut maintenant dans la crypto, mais en tout cas j'ai bien avancé. Et c'est parce que j'ai réussi à demander, à saisir les opportunités. Il faut vraiment demander, parce qu'on ne va pas forcément tout vous proposer. Voilà. Ouais, j'avais eu une phrase qui m'avait marqué dans mon expérience, une de mes expériences professionnelles, où quelqu'un avait dit on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Et depuis, je me la répète assez souvent, qui va un peu dans la synergie de ce que tu évoques. Bah, génial, je trouve que tu résumes parfaitement la pensée. C'était un très beau mot de fin. Bon, bah top, super. Bah écoute, Steve, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton temps. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter ou si on avait bien fait le tour. Je pense qu'on est pas mal. Je souhaitais juste te remercier, monsieur. C'était vraiment un super échange. C'est vraiment pas si souvent que ça que je fais cet exercice et j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que je vais recommander, en tout cas, en plus de Zach Crypto, d'autres personnes comme Alézoir, qui est un gars dont son métier a été de créer des espaces dans le métaverse. C'est-à-dire que pendant plus d'un an et demi, là, il vit de ça. Il vit de, Ok, de créer des espaces dans le métaverse, dans le Web3. Et ça, c'est abusé à quel point, incroyable, ouais. normalement, c'est
exister, quoi. Et pourtant, ça existe et je vais recommander, ton podcast à plein d'autres gens parce que j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Bon, bah super. Et bien sur ces gentils mots de fin, on va conclure ici. Je te remercie encore une fois. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut, ciao!